Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. À quelques mois, effectivement, du jour du scrutin, il était important que nous revenions sur ce plateau sur la question électorale. Elle est au cœur de toutes les organisations, de toutes les opinions, mais aussi de toutes les angoisses. J'ai donc le plaisir de recevoir, pour la seconde fois, je vous l'avais promis, les experts de la CENI. Beaucoup de choses sont dites, beaucoup sont vécues, d'autres sont comprises, d'autres ne sont pas du tout comprises. Certaines choses sont rapportées, d'autres sont reportées. Alors, il faut quand même que ceux qui ont non seulement la décision, mais la compréhension, nous parlent. J'ai donc aujourd'hui l'obligation nécessaire de faire parler deux éminentes personnalités de la CENI. À ma gauche, à moi et à votre droite, je reprends avec plaisir le directeur des opérations, M. Joseph Nsenda, que nous avons reçu il y a quelques semaines déjà ici. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kalengai. Merci beaucoup d'accepter de revenir aujourd'hui sur ce plateau. Nous allons avec vous rester quelques minutes pour parler des choses qui se sont passées depuis et vous allez nous donner un tout petit peu ce chemin critique vers la normalisation. Et vous n'êtes pas venu seul, toujours avec les directeurs informatiques, parce qu'avec les innovations technologiques, il nous faut absolument nous mettre à jour. Monsieur Yves Gota, directeur informatique de la CENI, bonsoir. Bonsoir, monsieur Willy Kalengai. Voilà. Et vous tous qui nous suivez ce soir, j'espère que la majorité d'entre vous, vous avez déjà votre carte d'électeur, la nouvelle carte. Vous êtes déjà enrôlé. Et si nous sommes dans une classe, je dirais, voilà, ceux qui sont enrôlés, en tout cas, mettez le doigt en l'air. J'ai compté les nombres, mais je ne peux pas le faire parce que c'est sur l'étendue de la République. Mais quelqu'un, lui, il a compté. Il peut nous dire à peu près combien sont déjà enrôlés à ce jour. Et c'est ma première question, directeur Nsenda, Joseph. La question, c'est là, le nombre d'enrôlés aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Willy, pour la question que vous nous posez. Comme on ne cesse de le répéter, et même les autorités de la CENI ne cessent de revenir sur ça, nous sommes en train de travailler avec les données que nous appelons les statistiques du monitoring, qui sont des données provisoires. Et par conséquent, ces statistiques servent d'indication. Nous devons donc les prendre avec beaucoup de réserve, beaucoup de pincettes, dans la mesure où elles changent du matin au soir, du jour au lendemain. Parce que les opérations sont en cours. D'autant plus que nous continuons à recevoir les statistiques qui viennent des centres d'inscription dans le Congo profond. Et par conséquent, on ne peut pas. Ce qui nous rassure au moins à ce stade, c'est que par rapport à nos estimations, en ce qui concerne l'ère opérationnelle 1, qui concernait la partie occidentale du pays, le taux de réalisation est autour de 100%. Ça veut donc dire que nous avons dépassé ce que nous avions prévu. Il était prévu qu'on enrôle autour de 18 500 600 ou 19 millions. Nous avons légèrement dépassé nos estimations. C'est ce qui nous met un peu plus ou moins à l'aise. Donc nous sommes autour de 20 millions. Nous avons dépassé les 20 millions parce que les deux aires opérationnelles qui sont en cours ont dépassé les 5 millions. Donc si nous ajoutons les 18 millions de l'AO1, nous sommes au-delà de 20 millions. Peut-être même plus que ça. Mais comme on l'a dit, les statistiques peuvent changer. Dans ce sens que lorsque on fait remonter les statistiques d'un centre d'inscription, il peut y arriver qu'il y ait des manques. Des manques, non pas que ces données n'existent pas, des manques parce que ces données vont arriver un peu en retard. Donc je peux dire qu'aujourd'hui, un tel centre d'inscription a enrôlé 10. 2 jours après, 3 jours après, pour le même jour, je vous dis non, c'est 25. Parce qu'en fait, on a réajusté les informations qui nous ont été communiquées dans un premier temps. Donc, nous voulons beaucoup insister, et les autorités ne cessent de revenir sur ça, les données du monitoring sont des données provisoires. Donc, le plus important pour nous, ce sont les données qui vont remonter dans notre serveur. C'est ça les données les plus importantes. Et le directeur informatique est là. Il en sait un peu plus que moi, mais le plus important, c'est un peu ça.
Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur Joseph Senda. Je vous appelle pasteur parce que j'en appelle à votre sincérité. Hein. Tout ce que vous allez dire ici, Dieu va vous regarder. Hein. Merci beaucoup. Voilà, donc, monsieur Yves Cotin, vous avez certainement suivi dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est la rivière à laquelle beaucoup de gens boivent. Peut-être c'est l'eau seule eau qui est disponible. Vous avez suivi que des gens ont été attrapés avec des cartes vierges, des cartes d'électeurs. Moi, je ne comprenais pas parce que, à mon entendement, les cartes sont produites par la machine. Et ça ne se fait que en fonction des données. Et c'est sur place que une carte est éditée. Comment, d'abord, est-il possible qu'il y ait des cartes vierges qui circulent? Et comment on pensait les remplir si c'était de la fraude? Techniquement, comment est-ce que vous expliquez cela? Merci, M. Willy, pour la parole. Nous allons profiter de cette tribune pour éclairer la lanterne des gens par rapport à plusieurs problématiques qui semblent frauduleuses. Parlons des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs intrinsèquement en soi-même ne valent rien. Vous pouvez bien avoir des cartes d'électeurs chez vous, vous pouvez bien avoir des cartes d'électeurs en votre possession, mais tant que ces cartes-là n'intègrent pas le système de la CENI, vous ne pourrez rien en faire, à moins que, par magie, vous puissiez disposer de tout un centre d'inscription à votre disposition. Cela veut dire que pour s'enrôler, il faut l'autorisation informatique du président du centre d'inscription, de l'opérateur des saisies, et à la fin de ces opérations, il faut qu'un technicien puisse ramasser les données afin de les transmettre au serveur. Et maintenant, supposez que vous aviez des cartes d'électeurs vierges. Et allons plus loin, supposons que vous disposez même d'une machine d'enrôlement, telle qu'on en avait fait la démonstration il n'y a pas longtemps. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourrez même pas allumer le système d'enrôlement sur cette machine-là. Donc cette problématique-là, ne tenant pas compte personnellement des aspects logistiques, qui puissent faire qu'un individu, ce qui est frauduleux, puisse posséder des cartes d'électeurs avec lui, mais techniquement, même si vous possédez des cartes d'électeurs avec vous, tant que vous n'avez pas la composition du centre d'inscription, il y a des préalables afin de pouvoir enrôler les personnes. Ces cartes-là vous sont inutiles, si je dirais ainsi. Mais où est-ce que d'abord les gens le trouveraient? Parce que si on a le carte vierge, il n'y a pas de photo là-dessus. Exactement. Bon. À quoi ça sert si... Parce que la photo, elle est imprimée par la machine. Bon. Tel que je le disais, il y a aussi une autre problématique. Les personnes qui ont travaillé dans les centres d'inscription ne sont pas des agents permanents de la Commission électorale nationale. Ce sont des agents utilisés de manière temporaire. Vu l'immensité du pays, il peut se faire que d'une manière ou d'une autre, ces cartes-là aient été subtilisées pendant les opérations d'enrôlement. Quelque chose que, sincèrement, la CENI ne peut pas contrôler à 100%. Mais l'avantage est que, même si elles sont subtilisées ainsi, pour besoin de sabotage, je ne sais pas, de discréditation du processus, de mettre un discrédit au processus d'enrôlement, je ne vois réellement pas en quoi serviraient ces cartes d'électeurs actuellement. Vous avez encore la parole. Essayons de couper la rumeur définitivement. Quelqu'un a utilisé des cartes, il les a vendues, extrait tout. Quand bien il aurait la machine, il imprimerait des cartes qui ne seront pas valides. C'est cela, si je comprends bien. Comment même pourra-t-il imprimer les cartes? Donc, il ne peut pas imprimer les cartes. Il ne pourrait pas imprimer les cartes. Donc, aujourd'hui, vous pouvez dire que les machines sont 100% totalement viables, pas de fraude avec ces machines, ne fût-ce que pour l'enrôlement. En tout cas, bon, 100%, c'est difficile de dire à 100%. Mais à quel niveau se ferait la fraude pour l'enrôlement avec les machines? Justement, je vous ai expliqué le processus. Afin de lancer le processus d'enrôlement sur la machine, il faut des autorisations. L'autorisation du président qui a été authentifiée avant le lancement de l'enrôlement. Et cette authentification s'est faite contrôlée par les agents de la CENI.
l'autorisation de l'opérateur de saisie qui devra saisir les données de l'enrôlement. Et à la fin, il faudra une certification du technicien lié au centre d'inscription de la machine volée qui devra sauvegarder les données et les transmettre au niveau du siège. Donc vous voyez qu'il y a 3 niveaux de certification et d'authentification. Le risque zéro n'existant pas, mais vous voyez que le risque est totalement réduit afin que quelqu'un puisse imprimer des cartes d'électeurs, transmettre le données au niveau des serveurs et que ce données puisse être considéré. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, vous êtes sur Chemin Critique. Nous recevons aujourd'hui 2 éminentes personnalités de la CENI. Nous avons les directeurs des opérations et les directeurs informatiques. Vous venez donc de suivre que, en ce qui concerne les rumeurs qui ont circulé quant à la duplication des cartes par fraude, ces rumeurs sont techniquement, en tout cas, battues en brèche ce soir. Et donc, on peut déjà un tout petit peu se rassurer. Mais parce qu'il s'agit des témoignages des populations, nous avons fait notre micro-baradeur pour demander aux gens comme ça, au pif, à l'aléatoire, s'ils se sont enrôlés, est-ce qu'ils ont eu des difficultés, comment est-ce qu'ils ont eu leurs cartes, est-ce qu'ils ont eu des difficultés. Nous allons découvrir ensemble ces micro-baladeurs proposés par la rédaction. Oui, je l'ai déjà fait. Dans la commune de Kinshasa, dans l'ancêtre de l'école Chiteku. Moi, c'était très bien. Très bien, très bien. Moi, on ne m'a pas demandé, et surtout que j'avais ma carte observatrice nationale. On ne m'a rien demandé, c'est bien accueilli. Je me suis fait enrôler avec les gens qui étaient avec moi et puis on ne nous a rien demandé, absolument rien. Non, dire que c'est une situation que nous connaissons tous, moi je ne connais pas. Mais s'il arrive qu'on demande de l'argent aux gens, je leur dis de ne pas donner l'argent. C'est gratuit l'enrôlement. Je ne vois pas pourquoi on doit donner de l'argent. Parce que moi je l'ai fait gratuitement. Des petits inconvénients du débit. Et qui frôlait même, je peux dire, une catastrophe. Mutatis mutandis, le personnel a appris avec beaucoup de conseils des gens expérimentés, des aînés. Parce que quand je suis arrivé sur une ancienne de la CENI, j'ai essayé de leur inculquer quelques conseils. Ils ont voulu me répondre, je dis non, allez-y à la source pour que le responsable puisse y étudier et améliorer la situation. Ça m'a surpris, et vraiment ils ont respecté ces protocoles. Et dans la suite, c'était bien, je peux dire, ça s'était bien passé. Bon, quant à moi, je dirais non. Dans la péripétie, je ne sais pas si le centre là avait aussi demandé de l'argent. Néanmoins, il y avait quelques cacophonies au début où la police voulait aussi tirer sa part de gain et où il faudrait transiter par eux. Mais il y a eu un chef de quartier très adroit dans le quartier Chimanga, très adroit, je trouve bien, et habile, qui a su décanter cette situation et qui a voulu que ceux-là, le requérant, puisse passer par lui. Et vraiment, il a mené la chose de la main de maître, et c'est bien que tout s'était bien passé, sans faire sa publicité. Mais quand quelqu'un travaille bien, il faut aussi le louer. Néanmoins, il y a un regret, parce qu'il ne faut pas être égoïste. Je me suis bien enrôlé, mais ma base alors, les gens du Nord Kivu, qui sont livrés en pâture. Et je prie même, je ne sais pas si ça viendra avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, où on peut avoir engagé aussi une volonté politique pour que ces gens-là puissent jouir de leur vraie citoyenneté, qui est bafouée aujourd'hui. Mais il faut quand même penser aussi à eux, qu'ils puissent jouir de la même, le même avantage dont nous avions joui aussi. Parce que tous on est citoyens, et il n'y a pas un citoyen supérieur par rapport à l'autre, si on y tient à la Constitution. Oui, oui, déjà. J'ai été enrôlée à Kinkole BAT. Bon, au début là, parce que moi, j'étais parmi les premières au mois de décembre. Bon, j'avais vu que c'était bien passé au début. C'était bien passé. Bon, quelque chose comme ça. Précisément, moi, on ne m'a pas demandé l'argent. Bon, au début, là, c'était bien. Mais par après, ce que les ont dit, ce que j'avais appris, il paraît qu'on commençait à demander de l'argent. Mais moi, en tout cas, personnellement, on ne m'a pas demandé l'argent. C'est question seulement d'aller, vous retirer les jetons, et puis le lendemain, on vous appelle et vous entrez dans les centres. Sauf ce que j'avais remarqué, il y avait 2 machines. Mais au moment où nous sommes entrés, il y avait une machine qui était en panne. Alors ça nous prenait du temps. C'est ce que j'avais vu là, l'handicap. Oui, je me suis fait enrôler. Bon, à part seulement quelques complications parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais je me suis fait enrôler. C'était bien passé. Je me suis fait enrôler à l'Institut de Fatima. Voilà.
ça des témoignages à l'aléatoire. On n'a trouvé personne qui ne s'est pas fait enrôler, ce qui crédibilise les propos tout à l'heure de M. Joseph Senda qui disait que dans l'ère A en tout cas, la première ère, nous en sommes à 100% presque. Ceux qui ne sont pas encore enrôlés, est-ce qu'il y a encore des enrôlements à Kinshasa? Ça continue? Non, hein? Il y en a encore? En tout cas, techniquement, lorsqu'on a demandé de pouvoir fermer les centres d'inscription de l'AO opérationnel 1, notamment Kinshasa, toutes les machines ont été désactivées pour l'enrôlement. Donc, ceux qui ne se sont pas enrôlés à Kinshasa, bon, en tout cas, faites un effort, prenez un avion, allez là où il y a encore des enrôlements. Donc, je reviens un peu à vous, M. Joseph Senda. Et vous avez certainement remarqué aussi, M. Yves Kota, que nous n'avons pas encore parlé des machines. Mais je reviens d'abord à vous par rapport à la première ère. Quelles sont les grandes leçons que vous tirez? Et puis vous allez nous dire aussi comment ça se déroule dans les autres aires. Bon, je crois qu'il y a un élément très important dont on parle très peu, c'est que l'équipe actuelle de son Excellence Denis Kadima est entrée en fonction avec 28 mois de retard. De ce fait, il fallait tout faire pour être dans le délai en ce qui concerne principalement la présidentielle. Et dans une de ses sorties médiatiques, le président a été clair, nous n'avons pas été en mesure d'organiser une opération pilote qui nous aurait aidé à prévenir certains désagréments que nous avons remarqués alors que nous étions déjà en pleine opération. Donc, ça c'est un élément qui a beaucoup dérangé les choses, le fait que nous ne soyons pas passés par une opération pilote. Mais il faut se dire aussi que le personnel CENI, les techniciens, ont montré la capacité d'adaptation, leur savoir-faire, dans la mesure où, au fur et à mesure qu'on avançait, ils arrivaient à maîtriser les pannes et à apporter solution, au point que, à la fin des fins, la plus grande panne qui a persisté pendant longtemps était liée beaucoup plus à l'impression. Mais les autres petites pannes, on a réussi à les maîtriser. Voilà pourquoi il y a de quoi se réjouir. C'est vrai que ça a été difficile, mais c'est vrai aussi que ça permet de renforcer notre expertise, d'autant plus que nous étions devant de faits inattendus, mais on a réussi à s'adapter et à faire avancer les choses au point que, alors qu'au 24 décembre 2022, nous avions 0 électeur, aujourd'hui nous comptons en termes des millions d'électeurs. Donc c'est ce qui paraît pour nous le plus important. 3 mois seulement après. 3 mois après, et d'autant plus que pour nous qui lisons la Bible, on nous dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Alors, la fin étant ce qu'elle est, on s'en réjouit, on peut se permettre de se jeter les fleurs. Mais alors, que dites-vous de ceux qui disent que la CENI prépare un chaos électoral? Ce mot, il est lourd, il est porteur, c'est un mot conflictogène, vous l'avez entendu, et pas par la bouche du citoyen lambda, par des responsables politiques qui sont en train de construire un scénario catastrophe en disant que c'est le chaos électoral. Et je crois même que les compétences même de votre propre dirigeant ont été remises en cause en disant non, il est incompétent, il ne comprend pas. Tout cela, je peux peut-être enlever le côté politique, côté politicien, mais quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous répondez à cela? Qu'il y a un chaos électoral? Non, mais il faut plutôt déplorer le fait que nous avons une maladie. Et cette maladie consiste en ce qu'on s'improvise un expert. Moi, je ne peux pas m'improviser expert journaliste. Je n'ai aucune notion de journalisme. Et par conséquent, lorsque je parle journalisme, je dois parler avec beaucoup de réserve parce qu'en fait, je n'en suis pas expert. Malheureusement, le Congolais, il s'improvise expert. Et lorsque nous lisons les arguments qu'on avance pour prétendre à un chaos, on n'en voit pas. Je me souviens de quelqu'un qui avait tenu un point de presse dans lequel, en son temps, il parlait déjà que la CENI devrait publier la cartographie électorale. La CENI a fait comprendre à la personne que nous étions au stade de la cartographie des centres d'inscription, à ne pas confondre avec la cartographie des bureaux de vote. Et qu'en ce qui concerne la cartographie des centres d'inscription, nous n'avons aucune obligation légale de la publier. La personne s'est tue. Et pourtant, sa sortie avait fait beaucoup de bruit. Alors, ceux qui disent on prépare un chaos, je ne sais quoi, ils n'ont jamais été en mesure de nous le dire.
On nous a parlé de l'accident de Chikapa. Le président était clair. Jusqu'à présent, qui a vu le kit d'enrôlement? Personne. Pourtant, tout le monde a prétendu que le kit d'enrôlement était dans le véhicule. Personne n'a vu le kit d'enrôlement. Et tout d'un coup, on sait qu'on ne parle plus de ça. On ne parle plus de ça. Donc, alors, selon vous... non, c'est une maladie du Congolais. Nous avons développé un pessimisme que moi j'appelle maladif. Nous sommes pessimistes à tous égards. On ne croit plus en rien du tout. Nous avons demandé au président, moi j'étais avec le président, j'ai dit que ceux-là qui disent qu'il y a de CI fictifs, qui nous présentent les preuves des CI fictifs. Personne n'a présenté les preuves de CI fictifs. Jusqu'aujourd'hui, moi j'ai dit au président, voulez-vous demander à ceux-là de nous présenter les fameux CI fictifs? Personne n'a présenté. Nous avons expliqué ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, nous avons fait une cartographie. On a retenu certaines écoles qui devaient nous accueillir. Mais c'est fait que malheureusement, pour diverses raisons, lorsque nous sommes présentés avec le matériel, les promoteurs d'écoles ont refusé. Pour diverses raisons. Nous n'avons pas modifié notre carto parce que nous avons maintenu l'adresse qui est là. Mais ceux qui sont sur terrain, nos techniciens, ont déplacé l'école, le CI vers une autre école, avec rapport à nous faire à la fin de l'opération. Ça veut donc dire que quelqu'un qui n'est pas averti passerait dans l'école, parce qu'en fait l'information est dans la cartographie, ne trouvant pas le CI dit CI fictif. Comment est-ce qu'un CI peut être effectif? Alors, c'est vrai, l'expression que vous donnez tient le coup, mais j'apprends quand même que ce sont des informations qui circulent, ne sont pas vérifiées. Et aujourd'hui, nous faisons appel à l'expertise. C'est que nous venons à vos pieds avec notre inexpérience pour que vous donniez des réponses. L'on a dit que, en tout cas, un pourcentage important des centres ici à Kinshasa n'ont pas fonctionné, n'ont jamais ouvert jusqu'à la désactivation des machines. Bon, une fois encore, il faut qu'ils nous disent tel centre n'a pas fonctionné, parce que lorsque nous déployons une machine, nous la déployons avec une certaine identification. Et la machine a son identité. Et si cette machine est vide, ça nous permettra de dire que cette machine qui avait affecté tel centre d'inscription est vide. Bon, les directeurs informatiques peuvent bien nous aider à comprendre ça. À ce stade, nous savons que nous n'avons pas pu terminer l'enrôlement à Maluku pour des raisons d'insécurité. Oui. Nous n'avons pas été à Kwamout pour des raisons d'insécurité. Partout ailleurs, les centres d'inscription ont fonctionné. Peut-être qu'ils n'ont pas fonctionné pendant la même durée, la même période, mais les centres d'inscription ont ouvert. Donc au moins, vous reconnaissez, et c'est quand même honorable de votre part, qu'à Maluku, on n'a pas fini l'enrôlement. On n'a pas fini l'enrôlement parce qu'à un moment donné, 23 centres d'inscription étaient en insécurité. À cause de la présence de tout ce qui se passe là-bas. Voilà. Et puis Kwamout, on ne pouvait même pas. Et là, nous voulons rappeler aux uns et aux autres qu'il existe un plan national de sécurisation du processus électoral qui relève de la compétence exclusive de la police nationale congolaise. C'est elle qui nous sécurise. Et nous avons eu plusieurs réunions avec aussi bien la police que l'armée et même les autres services de sécurité. Tant qu'ils ne nous disent pas d'aller là-bas, on n'y va pas. Ils nous ont dit de ne pas aller à Kwamout. On ne va pas aller à Kwamout. Jusqu'au jour où nous dirons, allez à Kwamout, la sécurité est établie. Ils nous disent, prenez garde, Maluku n'est pas encore totalement récupéré. Nous, on s'en tient à ça parce qu'en fait, la sécurité ou la sécurisation ne relève pas de la compétence de la CENI. Monsieur Yves Kota, il y a quand même eu des machines en panne. Quand vous faites une évaluation de toutes les machines, nous sommes encore dans la première ère, on va parler bientôt des autres aires. Les pannes récurrentes, c'était quoi? Je me rappelle moi-même, hein, ça je témoigne, je suis allé m'enrôler à Kinkole, c'est là où je suis allé m'enrôler, et il y avait 2 machines ce jour-là. Avant de rentrer dans la salle, une machine est sortie, elle n'est jamais revenue. On nous a dit qu'elle était en panne, ce qui a fait que nous avons passé presque la moitié de la journée là-bas en attendant, parce qu'on était maintenant plus nombreux. Quelles sont les pannes récurrentes que vous avez identifiées et en proportion, ça peut être quel pourcentage des machines défectueuses? Oui, c'est vrai que nous avons connu ce cas, comme l'a dit le pasteur directeur Senda. C'est tout à fait inhérent en fait au fait que c'était pour la première fois que l'on puisse utiliser ce genre de technologie. On n'a pas eu le temps de faire une heure pilote, nous devons être sincères par rapport à ce point, mais nous avons quand même constaté une chose. Les machines qui sont tombées en panne, pour la plupart, pour ne pas dire pour 90% de ces machines, ont été réparées
ils sont rentrés dans leur centre d'inscription. Ce qui fait même que cela nous a aidés. Nous réjouissons tous aujourd'hui que tout le monde a des cartes électeurs. Donc, ça veut dire qu'il y a des machines qui ont fonctionné. Et si ces machines-là n'avaient pas fonctionné pendant toute cette période telle que les gens sont en train de le dire, on ne serait pas arrivé... Faute de fabrication ou faute de manipulation? Bon, ça, les réponses ne peuvent pas être données d'emblée. Étant donné que l'opération est en cours, nous devons faire l'évaluation par rapport à ce qui s'est passé. Mais il y a un peu de deux. Il fallait que les opérateurs puissent s'adapter à la nouvelle technologie, puissent s'adapter aux imprimantes thermiques, puissent s'adapter aux kits tout en un. Il y a certains, par des manipulations malencontreuses, qui ont eu à porter certains dégâts ou préjudices à la machine. Mais par rapport à cela, je tiens quand même à balayer une certaine tendance de rumeurs. Je puis entendre que ces machines, les pannes liées à ces machines, causaient automatiquement la perte de données. Ah non, là, il faut vraiment faire la part des choses. Tout informaticien le sait très bien qu'une panne matérielle n'influe pas nécessairement sur le côté donné qui est lui logique. Panne il y a eu, réparation il y a eu, récupération des données il y a eu. Donc, s'il faut parler de pannes matérielles qui ont été constatées par manipulation ou par certaines inadvertances, cela ne veut pas nécessairement dire que ces machines-là n'ont plus fonctionné jusqu'à la fin ou que ces données-là ne seront pas considérées. La question qui se pose, et je vous redonne la parole dans quelques instants, la question qui s'est posée, vous avez parlé des rumeurs, mais c'est quand même persistant. Les gens disent qu'effectivement, là où il y a eu des pannes de machines, et que même si on les a ramenées à plus tard, les données ont disparu, nous attendons à quoi? Nous attendons à ce qu'il y a des gens qui auront des cartes d'électeurs, mais qui ne verront pas leur nom sur les listes électorales quand elles vont être imprimées, parce que n'ayant pas été, en tout cas, enregistrées par la CENI du fait de ces pannes. C'est une crainte réelle. Et si elle s'avère exacte, alors le chaos est prévisible. Tel que le disait le directeur Senda tout à l'heure, les rumeurs, toujours les rumeurs. Nous avons les machines, nous avons pu récupérer ces machines. Et ces pannes-là, il faut le dire sincèrement, ce sont des pannes qu'un informaticien peut prévoir. Lorsque vous installez un système, vous devez toujours prévoir qu'il puisse y avoir des pannes. Et alors, en prévision de ces pannes, il faut toujours prévoir le plan de récupération de données. Ce plan-là, il est inhérent à tout système informatique. Dire qu'il y a des machines qui ont connu des pannes et qui ont perdu toutes les données, comme le dirait le professeur Pasteur Senda, amenez-nous-les. Prouvez-nous qu'il y a des machines qui ont connu cela. Donc vous pouvez confirmer aujourd'hui sur ce plateau que tous ceux qui ont reçu les cartes d'électeurs seront sur les listes électorales. Actuellement même, l'opération qui suit, comme c'était le plan, on ne devait pas attendre. Nous avons déjà commencé avec l'opération de centralisation et de nettoyage du fichier électoral. Partons de toutes ces données-là. Les personnes qui ont reçu les cartes d'électeurs en respectant les procédures et les lois, cela veut dire qu'ils ne sont pas doublons, qui ne sont pas enrôlés à plusieurs reprises, qui ne sont pas manifestement mineurs, verront leur nom sur les listes électorales. Et les autres personnes auront aussi leur nom sur les listes des radiés. Et ils n'auront pas le droit de voter. Donc il y a déjà un contentieux pour l'enrôlement, ça existe. Bon, disons d'abord, il faut oui. d'abord apporter une précision. Oui. C'est qu'en fait, chaque kit d'enrôlement est doté de 3 clés USB dans lesquelles sont sauvegardées des données de manière cumulative à la fin de la journée. Et lorsque le technicien, le contrôleur technique territorial qui gère plus ou moins 3 centres d'inscription passe en supervision, il récupère chaque fois une clé et déverse les données au serveur situé au niveau de l'antenne. Et lorsque cette clé rentre,
il récupère une deuxième qui a un niveau supérieur à celle-là, mais qu'il sera aussi mis à niveau parce qu'on va sauvegarder de manière cumulative à la fin de la journée. Donc, si moi je prends les données d'aujourd'hui, je les ramène quelque part et que la machine disparaît, on est au moins sûr d'avoir les données qu'on a récupérées quand j'ai pris la clé. Les données qui sont rentrées par la suite, si il arrive que, et même la clé et toutes les clés disparaissent, nous avons un support qui est la F01 qui peut nous permettre de reconstituer, tant peu que peut se faire, les données qui auront disparu. Donc, la probabilité, le directeur informatique est mieux placé que moi, de prétendre que toute panne survenue sur un kit a forcément entraîné la perte de données, ça c'est vraiment chimérique. Et nous n'allons pas suivre les chimères. Mais nous revenons un peu vers vous pour les autres aires. Si nous sommes dans la satisfaction dans la première ère avec le chiffre, qu'en est-il des autres aires? On est à quel niveau aujourd'hui? Bon, en fait, là aussi, ça dépend d'une province à l'autre, d'autant plus que les provinces ne présentent pas les mêmes difficultés. Il y a des provinces qui visiblement posent des problèmes et nous ont toujours posé des problèmes et nous finissons par les surmonter. On citera par exemple, dans la O2, il y a des problèmes dans le Sankourou. Nous y sommes, les techniciens sont là, d'autant plus que, au-delà du caractère physique de la province, il y a des problèmes liés au comportement de l'homme politique. Nous suivons à distance, mais nous essayons d'intervenir en tant que techniciens pour que l'opération se déroule dans la plus grande quiétude. Qu'est-ce que l'homme politique vient faire dans l'enrôlement? Bon, en fait, on ne va pas faire la publicité des hommes politiques ici, mais nous nous sommes rendus compte qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le processus, ils développent un comportement qui nous paraît relativement plus immoral. C'est-à-dire, vous savez, je sais que vous êtes pasteur et vous êtes un peu... Non, mais en fait, non. Qu'est-ce qu'ils font? Ils agressent les agents de la CENI? Vous savez très bien que lors qu'ils ont découvert que le nombre de sièges est lié au nombre d'enrôlés, alors c'est la guerre. Donc il faut enrôler au maximum chez soi. Au détriment de des autres. Quitte à prendre des villageois d'un village, par exemple, vers un autre. Les amener un autre. C'est ce qui est une fraude inimaginable. Là, c'est le comportement du politique. Okay. Mais maintenant, nous, techniciens, nous voulons que les centres d'inscription fonctionnent à l'endroit où on l'a placé. Ce qui n'est pas toujours évident, mais lorsque nous sommes touchés par ça, nous l'avons vécu. On a chassé le chef d'antenne de Lulu parce qu'il a mis en place sa cartographie à lui, qui n'avait rien à voir avec la ce qu'il avait reçu ici. Qui était parti d'ici. Ça, c'est le Sankourou. Bon, ça, c'est l'Omami. Hein, je parlais de Sankourou, je parlais de l'Omami, pour prendre les deux exemples. À Lulu, dans l'Omami, eh bien, le chef d'antenne met en place une cartographie où on ne sait pas d'où elle venait. Quand nous avons été saisis, nous avons contacté le CEP qui est à Cabinda, mais il se passe quelque chose à Lulu. Le chef d'antenne est en train d'utiliser une cartographie que nous ne connaissons pas. Il s'est adressé à son collaborateur pour qu'il lui explique. La personne n'a pas été en mesure de lui dire ce qui a justifié qu'il mette en place une cartographie différente. Il a perdu son emploi. La CENI a carrément révoqué la personne. Donc voilà un peu des comportements qui dérangent un peu, mais nous arrivons toujours à redresser la situation. Il en est de même aussi de la O3, il y a des petits problèmes par-ci, par-là. Parfois, c'est à Bafoussende, on apprend qu'un groupement a été envahi, les MCI ont fui, ils ont refusé de rentrer, mais on a réussi à récupérer, à enrôler d'autres, enfin, à engager d'autres qu'on a redéployés dans le même espace. Il y a des problèmes liés au conflit entre entités. Mambasa en conflit avec Wamba, Ubundu avec Lubuntu, à gauche, à droite, tout ça. Mais ce sont des choses qui relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur pour arriver à apporter solution. Et comme il y a à la fois l'administrateur du territoire et les chefs des secteurs, nous nous rapportons sur eux pour qu'ils nous aident, nous, à faire avancer l'opération de l'identification. Nous allons suivre un reportage que nos confrères début en ont réalisé il y a quelques semaines sur les difficultés que vous, la CENI, vous avez d'accéder à l'enrôlement dans des zones compliquées. Et là, nous sommes au Nord Kivu. On n'a pas encore évoqué la question, mais déjà, si vous n'êtes pas parti à Kwamuntu, si vous n'êtes pas parti à Maluku, alors qu'est-ce t il de zones où il y a maintenant la guerre? Suivons ce reportage.
Opération d'enrôlement des nouveaux électeurs, la société civile du Nord Kivu doute de l'atteinte de toute la cible dans un mois. Son vice-président Edgar Katembo Mateso informe sur une certaine lenteur observée dans les chefs des opérateurs de saisie dans quelques centres d'enrôlement. Au-delà de cela, Edgar Katembo Mateso fait remarquer que dans des zones en insécurité, notamment au territoire de Beni, Lubero, Massissi et Rutshuru, la CENI a des difficultés pour atteindre certaines zones. On écoute Edgar Katembo Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu. Nous constatons qu'il y a déjà un grand engouement de la population qui sollicite les cartes des lecteurs. Beaucoup de gens sont en train d'arriver même avant 5 heures pour prendre déjà les premières places. Et on sent que jusqu'à vers 17h30, 18h, il y a encore des personnes sur la ligne d'attente. Les gens pensaient que comme on n'a donné qu'un seul mois, contrairement aux autres périodes où on pouvait donner 2 ou 3 mois, avec un seul mois, on pensait qu'il y aurait une certaine célérité des opérateurs de saisie. Mais pour le moment, on sent que les choses avancent très lentement. C'est rare de trouver un centre qui peut enrôler 100 personnes par jour. Et ça nous inquiète. Nous nous posons la question, quelle magie va faire la CENI pour enrôler tout le monde? Parce que nous avons beaucoup de requérants de cette carte, mais rien ne rassure que les choses vont aller rapidement. Au même moment, en dehors de Butembo, c'est la situation sécuritaire qui nous inquiète, parce qu'il y a beaucoup d'autres centres qui n'ont même pas commencé jusqu'à aujourd'hui, alors que le démarrage était fixé au 16. Mais jusqu'à hier, jusqu'au 20 aujourd'hui, il y a certains sites qui n'ont pas encore retrouvé leur kit d'enrôlement. Il y a d'autres centres qui commencent déjà à recevoir leur kit. Et il y a même d'autres sites où la population se trouve dans l'inquiétude, se demande si elle votera ou pas. Parce que ce sont des zones insécures. Les agents de la CENI ont encore des difficultés d'y aller. Ou alors même cette population se demande s'il faut quitter pour aller s'enrôler dans les endroits plus ou moins sécurisés. Et cela, on peut le constater en territoire de Beni, en territoire de Lubero, où il y a l'activisme de Maïmaï, en territoire de Massis, en territoire de Rutshuru, n'en parlons même pas parce que beaucoup de gens ont fui. Malheureusement, il y a d'autres citoyens qui sont restés dans les zones sous contrôle du M23. Voilà, c'était il y a déjà quelques semaines. Hein. Je suppose que sur le terrain, ça a changé. Mais le vice-président de la société civile dit quelle magie va faire la CENI. Et c'est que vous n'êtes pas des magiciens, mais qu'est-ce que vous allez faire? Bon, en fait, ce sont des choses auxquelles dont on était informé depuis longtemps. On a commencé à nous y préparer depuis longtemps. Et les points de vue divergeaient. Il y en a qui estimaient qu'il ne fallait pas du tout procéder à l'opération. Il y en a d'autres qui ont dit qu'on s'y lancerait parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une partie du territoire national ne soit pas touchée par l'opération d'identification et d'enrôlement. À la fin des fins, on est parti. Et quand nous partions, 3 territoires étaient zone rouge, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. Nous avons commencé, notamment à Masisi. Je crois, moins de 10 jours après, on était obligé de fermer parce que l'insécurité était telle qu'on ne pouvait pas mettre en péril la vie des gens. Mais nous avons pris soin d'enrôler les déplacés. Ils sont dans des camps bien identifiés, à des endroits. Nous avons ramené les kits de leur groupement, là où ils sont, parce que les animateurs de nos démembrements, notamment le CEP, qui est le responsable numéro 1 de la province, avaient identifié les différents sites des déplacés internes et était à mesure de dire tel site a reçu les déplacés venus de tel coin. Donc c'était pour nous très facile de ramener le CI qui devait être installé dans cet endroit occupé par l'ennemi vers les déplacés internes qui sont quelque part et on a procédé à l'enrôlement. Donc en fait, devant une situation comme celle-là, une fois encore,
c'est quelque chose qui ne relève pas de la compétence de la CENI. C'est la police nationale, c'est l'armée, c'est d'autres services de l'État qui doivent assurer la sécurité. Alors, dans cette zone-là, dans cette zone Nord Kivu, quels sont les territoires où rien ne s'est fait, n'a encore rien commencé? Bon, on ne peut pas à ce stade dire rien ne s'est fait en tel ou tel endroit, comme le directeur l'a dit. S'il y a une évaluation qui est faite, on peut savoir ça s'est passé comment. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 territoires qui étaient déjà en zone rouge. C'était Rutshuru, c'était Masisi et Nyiragongo. Et même là, ce n'était pas l'entièreté du territoire. C'était à des endroits bien précis. Mais on s'est dit, on ne sait jamais ce qui peut arriver en pleine opération. Il se pourrait qu'on attaque les centres d'inscription, qu'on tue ou qu'on emporte des kits. C'est très embêtant. Mais nous y sommes allés parce que l'autorité a dit, allez-y, la sécurité vous y est garantie. Est-ce que vous avez identifié dans les différentes zones des forces sociales, politiques ou même des groupes armés qui sont ouvertement contre l'enrôlement? Y a-t-il des gens qui ont appelé contre l'enrôlement? Bon, disons que la particularité de 2 zones, c'est qu'en Ituri, ceux qui se battent, les belligérants, sont à 100% des Congolais. Ils savent facilement taire les armes et participer à l'opération. Tandis que dans le Nord Kivu, nous avons un nombre relativement important de belligérants étrangers qui peuvent ou ne pas accepter que l'enrôlement ait lieu. Ils peuvent le faire s'ils estiment qu'ils peuvent trouver leur compte là-dedans. Ils peuvent s'y opposer s'ils estiment que ça va à l'encontre de leurs intérêts. Donc c'est ça la grande difficulté de ce qui est de l'enrôlement dans le Nord Kivu. Nous avons été en présence de 2 sons de cloche de la part de la classe politique du Nord Kivu. Il y en a qui étaient tout à fait contre. Ils sont venus nous voir et nous ont dit qu'on ne pouvait pas concevoir à un moment qu'on procède à l'enrôlement, qu'on demande même aux requérants d'aller chercher des cartes alors qu'eux, ils n'ont pas mangé. Pendant qu'eux étaient en train de parler, un autre son de cloche venait du Nord Kivu. Nous attendons l'enrôlement. Donc à ce moment-là, vous en voyez bien. Mais puisque l'opération était déjà lancée, et en ce temps-là, son Excellence, le rapporteur adjoint, était déjà à Goma en train de préparer le terrain, eh bien nous avons commencé l'opération d'enrôlement dans le Nord Kivu et nous continuons jusqu'à ce stade. Nous pensons que, et au fur et à mesure qu'on avance, il y a des zones qui pourront aussi bénéficier de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs. Vous êtes des opérations, des informatiques. Je ne sais pas si la question que je vais vous poser maintenant relève vraiment de votre compétence, mais elle est quand même, elle se pose dans l'opinion. Il semble, et je mets encore au conditionnel, que la CENI n'aurait plus de moyens. Tout est parti, il n'y a plus rien. Les caisses sont vides, alors qu'on n'a même pas encore fini l'enrôlement. Même les fonds du scrutin ont été utilisés par les prolongations, les demandes de prolongation. Je ne sais pas à quel niveau, je sais que les autres opérations sont comme dans les secrets des rois, et que les méthodes informatiques voient les chiffres passer. Donc, sans trahir les secrets des délibérations, sans entrer dans les compétences du président Kadima lui-même, mais ceci est quand même inquiétant d'entendre un truc comme ça. Bon, je ne peux rien dire. Je ne sais pas si effectivement il n'y a plus d'argent ou pas. Je ne sais pas dire ça. Alors, une question sur laquelle vous ne pouvez pas échapper non plus, parce qu'il faut que vous répondiez à celle-là. Nous allons vers la fin de cette émission. Vous avez été, comme d'habitude, professionnel. Alors, quel est l'impact finalement de toutes ces prolongations d'enrôlement sur les chemins critiques, sur les opérations suivantes? Je crois que vous répondez, puis vous allez avoir aussi une réponse. Bon, disons que... là, on a prolongé 45 jours, 15 jours, etc. Je n'ai pas le calendrier avec moi, mais si je peux me rappeler d'une date, c'est qu'au 21 mai, je crois, il faut que nous déposions l'annexe à la loi portant répartition des sièges. Ça, c'est une date importante pour nous. Ça veut dire que tout ce qui vient avant, bien sûr, ça dérange un peu le calendrier, mais si ça nous permet d'être en mesure de déposer l'annexe à la loi au 21 mai, on est à l'aise. Donc, quelle que soit la prolongation, ça ne dépassera pas la date du 21 mai. En fait, nous avons, j'imagine, au minimum 3 mois, à partir de demain, 15 mars, jusqu'au 15 juin, au minimum, au maximum 4 mois, parce que nous avons la possibilité d'une session extraordinaire, pour que, à la fin de cette session, nous ayons la loi portant répartition des sièges promulguée. C'est la situation, l'activité critique maintenant. Pour le reste, ça ne pose aucun problème, d'autant plus que les 3 principaux outputs que nous attendons après la RFE, c'est la génération de bureaux de vote,
c'est les listes électorales. Et ce sont les statistiques qui nous permettront d'avoir notamment l'annexe à la loi portant répartition de sièges. C'est l'annexe qui dépend de la session, tandis que les autres, ça dépend de nous-mêmes. Liste électorale, c'est nous qui produisons. La génération des bureaux de vote, c'est nous-mêmes qui produisons. Nous ne sommes soumis à aucune contrainte légale. Donc il n'y a que ça. Au plus tard, 21 mai, l'annexe à la loi est à l'Assemblée nationale et nous imaginons qu'elle sera traitée avec diligence, de sorte à ce que, avant la fin de la session, la loi soit promulguée et comme ça nous passons au BRTC. D'où vient alors cette expertise dont vous dénoncez tout à l'heure l'expansion, qui voudrait que tout le monde voit dans les opérations en cours les préludes à une prolongation, à un glissement? Où est-ce que les gens voient ça? Ça vient d'où? Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas extraterrestre, hein, moi je suis congolais. Hein. Parce que l'opération de la CENI, c'est entre vos mains. Moi je ne suis pas extraterrestre, je suis congolais, je dis ce que je dis. Quand nous aurons terminé la RFE, il y a 3 principaux outputs. Les listes électorales, la génération du bureau de vote, l'annexe à la loi portant répartition de sièges. Les listes électorales seront affichées selon la loi à une date indiquée. La génération du bureau de vote va nous conduire à dégager, après repérage, la cartographie du bureau de vote, qui sera aussi affichée à une date donnée. L'annexe à la loi passera par le Parlement pour que nous soyons en mesure d'ouvrir le BRTC et de recevoir les candidats. C'est clair. Donc, si je comprends bien, s'il y a des calculs politiques, quelque part dans les officines, les gens qui espèrent sur un éventuel glissement pour pouvoir entrer dans des négociations, en tout cas, ne comptez pas sur la CENI pour vous donner les prétextes, selon ce que j'ai compris ce soir. Nous répétons les paroles de notre président. Trouver d'autres occasions, trouver d'autres causes à un éventuel glissement. Monsieur le directeur Kota, évidemment, la CENI peut garantir aujourd'hui que toutes les personnes qui se sont enrôlées à plusieurs endroits seront détectées. Oui. Inévitablement détectées. Ils sont en train d'être détectés. Pour soutenir le directeur Senda par rapport aux deadlines fixées, techniquement, nous avons aussi prévu cela. Actuellement, la suite du processus est laquelle? Nous sommes en plein processus de centralisation, de transmission et de centralisation des données. Et au même moment que nous sommes en train de centraliser les données, nous avons toujours remarqué que le goulot d'étranglement dans la constitution des listes électorales, c'est le nettoyage, la consolidation telle qu'on le dit. Cette fois-ci, nous avons décidé qu'au même moment que nous sommes en train de centraliser les données, au même moment, nous procédons au nettoyage des données. Ce qui était prévu, c'est qu'à la fin de toutes les opérations d'enrôlement sur terrain, la CENI devrait disposer, le service technique disposer de 1 mois afin de pouvoir nettoyer son fichier électoral. L'avantage que nous avons, c'est que nous le faisons au fur et à mesure. Vous savez, il y a une certaine polémique il n'y a pas longtemps qui a survenu par rapport au fait qu'il y avait un des acteurs politiques, je ne sais pas, polémistes, qui avait eu à s'enrôler plusieurs fois. Et pour cela, tout le monde est témoin, la CENI a eu à détecter ces cas. C'était les photos des photos qui se sont enrôlés dans plusieurs centres d'inscription et même les cartes qui, soi-disant, ne servaient à rien par rapport à leur QR code, ont servi afin de pouvoir détecter cette fraude. C'est le travail auquel procède la CENI actuellement. Et nous pouvons vous rassurer que toutes les données qui seront centralisées seront nettoyées afin de pouvoir, tel que les lois le disent, garder un électeur pour une seule fois. Alors, parce que vous voyez, hein, dans la casserole où on nettoie, vous voyez un peu les saletés. Quelle est la tendance générale de la fraude dans les doublons? Est-ce que c'est périphérique ou c'est central ou c'est minimisable? Pour le moment, étant donné que je ne suis pas la voix autorisée pour donner les informations statistiques. Vous regardez simplement, vous regardez les flux. Non. En tout cas, en voyant le flux par rapport aux données enrôlées, c'est dans l'ordre du normal. C'est-à-dire on 5%. On ne peut pas aller au-delà de 5, 6, même 10% des données. En tout cas, c'est dans l'ordre du normal. Nous avons pu détecter des cas. Nous avons pu détecter des cas des mineurs enrôlés. Mais comme je l'ai dit, étant donné que je ne suis pas la voix autorisée pour donner des chiffres, attendons la fin au moins des opérations de
centralisation ou peut-être d'enrôlement afin que vous puissiez voir plus clair. En tout cas, vous avez été parfait comme d'habitude. Je vais vous poser la dernière question et vous essayez d'être un peu bref, mais si je comprends bien ce soir, parce que je suis celui qui cherche des réponses, là où il y a insécurité, il n'y aura pas élection. Si je comprends bien, la CENI n'étant pas l'organe à sécuriser les zones, là où vous ne serez pas sécurisé, vous ne pouvez pas y aller. Et si l'insécurité persiste jusqu'au mois de décembre, nous irons aux élections sans les zones en insécurité. Je voudrais comprendre ça de cette manière. Bon, il nous est difficile de donner une réponse, d'autant plus qu'il s'agit d'une situation hautement politique qui ne relève pas une fois encore de la compétence de la CENI. C'est purement politique. Le politique dira ce qu'elle pourra dire au moment opportun. Très bien. Techniquement, est-il possible que les gens puissent s'enrôler à distance? C'est-à-dire que, bon, la zone est en insécurité, mais quand même l'Internet passe. Admettons des gens qui sont à Massissi, Rutshuru, etc., Munirangongo, ils peuvent entrer sur Internet sans voler. Malheureusement, notre système actuel ne le permet pas. Les machines ne sont pas connectées. Même la fois passée, quand nous sommes passés pour parler de pré-rap, nous avons bien dit que l'enregistrement se faisait hors ligne. Donc ça veut dire que, ça ne veut pas dire que puisque vous avez pré-rap, parce que certains pensent à cela, oui, que vous pouvez vous en... Non, tout ce que vous faites se limite au niveau de votre téléphone. L'enrôlement, l'enregistrement des électeurs est un processus présentiel. Vous donnez vos informations, on les enregistre, on vous remet la carte sur place. Si vous essayez, comme certains peuvent le penser, envoyer votre photo pour qu'on puisse vous enrôler, comme le diraient certains, la patrouille va vous rattraper. Vous serez nettoyé, vous serez dédoublonné, vous serez extirpé du fichier. Donc malheureusement, il n'y a pas possibilité de pouvoir s'enrôler à distance. Toutes les informations dont nous avons besoin, nous les avons eues ce soir, parce que nous sommes quand même avec un homme de Dieu, un pasteur. Et j'aime bien quand il parle de la foi, quand il parle de l'espérance de ce système. Vous êtes quand même parmi les rares Congolais qui continuent à avoir une foi forte dans ce processus, alors que beaucoup de forces sont mises en place pour décourager les Congolais. Vous terminez par une phrase qui va réchauffer les cœurs des Congolais ce soir. Bon, c'est clair, hein? Moi je l'ai toujours dit, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. C'est tout. Il n'y a pas... Et les élections, c'est un moment important. N'en faisons pas une zone d'angoisse, n'en faisons pas la fin du monde. C'est juste simplement l'exercice par les citoyens d'un droit constitutionnel, celui de participer à l'élection, en tout cas au choix de nos dirigeants. Et c'est la politique menée par les dirigeants qui est plus importante, même les dirigeants eux-mêmes. Mesdames et messieurs, je suis donc très heureux d'avoir reçu sur ce plateau M. Joseph Senda, directeur des opérations de la CENI, et M. Yves Kota, directeur informatique. Nous sommes dans les procès électorales. Toutes les forces sociales et politiques dans ce pays devraient se mobiliser pour qu'on arrive à ces élections. Et il est encore possible dans les délais. Ne vous cachez pas derrière votre doigt. Les élections, c'est bel et bien en décembre. Les chaos, il ne faut pas les chercher parce qu'il n'est pas encore là. Au revoir et à la prochaine.